Le magicien d'Oz, chapitre 12. À la recherche de la vilaine sorcière. Le soldat aux moustaches vertes les conduisit à travers les rues de la cité d'Émeraude jusqu'à l'endroit où vivait le gardien des portes. Cet officier déverrouilla leurs lunettes qu'il remit dans sa grande boîte, puis il ouvrit poliment les portes pour laisser sortir nos amis. « Quelle est la route qui mène chez la vilaine sorcière de l'Ouest » demanda Dorothée. « Il n'y a pas de route, dit le gardien des portes. Personne ne veut jamais aller par là. »« Alors comment allons-nous faire pour la trouver » interrogea la petite fille. « Ce sera facile, répliqua l'homme, car lorsqu'elle saura que vous êtes au pays des papillotins, elle vous trouvera et fera de vous des esclaves. »« Peut-être pas, remarqua l'épouvantail, car nous voulons l'anéantir. »« Oh, alors c'est différent, admit le gardien des portes. Personne ne l'a jamais anéanti. Alors, naturellement, je pensais qu'elle ferait de vous ses esclaves, comme elle l'a fait avec les autres. Mais soyez prudents, car elle est méchante et féroce, et ne vous laissera peut-être pas l'anéantir. Allez toujours vers l'ouest, là où le soleil se couche, et vous ne pouvez pas la manquer. » Ils lui dirent adieu, en le remerciant, puis ils prirent la direction de l'ouest à travers des prés d'herbes douces parsemés ici et là de pâquerettes et de boutons d'or. Dorothée portait toujours la jolie robe en soie qu'elle avait revêtue au palais, mais maintenant, à sa grande surprise, elle s'aperçut qu'elle n'était plus verte, mais complètement blanche. Le ruban nué au cou de Toto avait également perdu sa couleur verte, et il était devenu aussi blanc que la robe de Dorothée. La cité d'Émeraude fut bientôt loin derrière eux. À mesure qu'ils avançaient, le terrain était de plus en plus accidenté et vallonné, car il n'y avait ni ferme ni maison dans ce pays de l'Ouest, et la terre n'était pas cultivée. L'après-midi, le soleil se mit à taper dur, et il n'y avait pas d'arbres pour leur offrir leur ombre. De sorte qu'avant la tombée de la nuit, Dorothée, Toto et le lion se sentaient déjà fatigués. Ils s'allongèrent dans l'herbe et s'endormirent sous la garde de l'épouvantail et du bûcheron. Or, la vilaine sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, et celui-ci était aussi puissant qu'un télescope, et pouvait tout voir. Ainsi, tandis qu'elle était assise à la porte de son château, il advint qu'elle regarda autour d'elle et vit Dorothée endormie, entourée de tous ses amis. Ils étaient loin de chez elle, mais la vilaine sorcière de l'Ouest fut très en colère de les trouver dans son pays. Alors, elle souffla d'un sifflet d'argent qui pendait autour de son cou. Aussitôt, une meute de grands loups arriva en courant vers elle, de toutes les directions. Ils avaient de longues pattes, des yeux féroces et des dents acérées. « Allez trouver ces gens et mettez-les en pièces » ordonna la sorcière. « N'allez-vous pas en faire vos esclaves » s'étonna le chef des loups. « Non, répondit-elle. Il y en a un qui est en fer blanc et un autre en paille. Il y a une petite fille et un lion. Aucun d'entre eux n'est capable de travailler. Alors vous pouvez les déchirer en petits morceaux. »« Très bien, fit le loup. » Et il fila à toute vitesse, suivi des autres loups. Heureusement, l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc étaient parfaitement éveillés et entendirent les loups arriver. « C'est à moi de me battre, décréta le bûcheron en fer blanc. Mettez-vous à l'abri derrière moi et je les affronterai à mesure qu'ils se présenteront. » Il saisit sa hache qu'il avait bien aiguisée, et comme le chef des loups approchait, le bûcheron en fer blanc fit tournoyer son bras et trancha la tête du loup, tuant l'animal sur le coup. À peine avait-il eu le temps de lever sa hache à nouveau qu'un deuxième loup survint, et lui aussi tomba sous le fil aiguisé de l'arme du bûcheron en fer blanc. Il y avait 40 loups, et 40 fois le bûcheron en fer blanc abattit sa hache, si bien qu'à la fin, tous les loups, morts, formaient un grand tas au pied du bûcheron. Puis il posa sa hache et s'assit à côté de l'épouvantail qui déclara « Vous vous êtes bien battu, mon ami !» Ils attendirent jusqu'au lendemain matin, au réveil de Dorothée. La petite fille fut très effrayée à la vue de ce grand tas de loups hirsutes, mais le bûcheron en fer blanc lui raconta toute l'histoire. Elle le remercia de les avoir sauvés et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Puis ils reprirent leur chemin. Or, ce matin-là, la vilaine sorcière alla sur le seuil de son château, d'où elle inspecta les environs de son œil unique, qui voyait très loin. Elle vit tous ces loups étendus morts, et les étrangers qui poursuivaient leur voyage à travers son pays. Cela la mit dans une colère encore plus terrible qu'auparavant, et elle souffla 2 fois dans son sifflet d'argent. Aussitôt, un vol de corbeaux sauvages vint à elle dans les airs, si nombreux qu'ils assombrièrent le ciel. Et la vilaine sorcière dit au roi des corbeaux « Vole immédiatement jusqu'aux étrangers, crève-leur les yeux et mets-les en pièces. » Les corbeaux sauvages formèrent un nuage qui vola jusqu'à Dorothée et ses compagnons. Quand la petite fille les vit arriver, elle prit peur.
Mais l'épouvantail annonça: « C'est à moi de me battre. Allongez-vous à côté de moi, et il ne vous sera fait aucun mal. » Alors, ils s'allongèrent tous par terre, sauf l'épouvantail qui resta debout et étendit les bras. À sa vue, les corbeaux furent effrayés comme ces oiseaux le sont toujours par les épouvantails, et ils n'osèrent pas s'approcher davantage. Mais le roi des corbeaux dit: « Ce n'est qu'un bonhomme empaillé, je vais lui crever les yeux. » Le roi des corbeaux vola jusqu'à l'épouvantail, qui l'attrapa par la tête et lui tordit le cou jusqu'à ce qu'il soit mort. Puis un autre corbeau vola jusqu'à lui, et l'épouvantail lui tordit le cou à lui aussi. Il y avait 40 corbeaux, et l'épouvantail tordit 40 coups, si bien qu'à la fin, tous les corbeaux gisaient morts à ses pieds. Puis il informa ses compagnons qu'ils pouvaient se relever, et ils reprirent leur voyage. Quand la vilaine sorcière regarda à nouveau et vit tous ces corbeaux empilés en tas, elle entra dans une terrible rage, et souffla 3 fois dans son sifflet d'argent. Immédiatement, un grand bourdonnement se fit entendre dans l'air, et un essaim d'abeilles noires vint en volant vers elle. « Allez trouver les étrangers et piquez-les jusqu'à ce que mort s'en suive !» ordonna la sorcière. Rapides comme l'éclair, les abeilles firent demi-tour et volèrent jusqu'à l'endroit où Dorothée et ses amis étaient en train d'acheminer. Mais le bûcheron en fer blanc les avait vus s'approcher, et l'épouvantail avait décidé ce qu'il convenait de faire. « Prenez ma paille et recouvrez-en la petite fille, le chien et le lion, dit-il au bûcheron en fer blanc. Ainsi, les abeilles ne pourront pas les piquer. » C'est ce que fit le bûcheron en fer blanc, et comme Dorothée se serrait tout contre le lion et tenait Toto dans ses bras, la paille les recouvrit complètement. En arrivant, les abeilles ne trouvèrent personne d'autre à piquer que le bûcheron en fer blanc. Alors elles se précipitèrent sur lui et leurs aiguillons se brisèrent sur le fer blanc. Mais le bûcheron en fer blanc ne sentit rien du tout. Et comme les abeilles ne peuvent pas vivre quand leur aiguillon est cassé, ce fut la fin des abeilles noires, qui se retrouvèrent toutes répandues en une couche épaisse sur le bûcheron en fer blanc, comme des petits tas de charbon. Alors, Dorothée et le lion se relevèrent, et la petite fille aida le bûcheron en fer blanc à rembourrer de paille l'épouvantail jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa belle forme. Et une fois encore, ils reprirent leur chemin. Quand elle vit ces abeilles éparpillées comme des petits tas de charbon, la vilaine sorcière fut prise d'une telle colère qu'elle trépigna et s'arracha les cheveux en grinçant des dents. Puis elle appela une douzaine de ses esclaves, qui étaient des papillotins, et leur donna des lances pointues, en leur commanda d'aller au-devant des étrangers et de les tuer. Les papillotins n'étaient pas un peuple courageux, mais ils devaient faire ce qu'on leur ordonnait. Alors, ils partirent en bataillon. Lorsqu'ils arrivèrent non loin de Dorothée, le lion poussa un grand rugissement et bondit sur eux, et les pauvres papillotins eurent si peur qu'ils prirent leurs jambes à leur cou. Quand ils rentrèrent au château, la vilaine sorcière les battit violemment avec une lanière de cuir et les renvoya au travail, après quoi elle s'assit pour réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle ne comprenait pas pourquoi tous ses plans pour tuer les étrangers avaient échoué, mais cette sorcière était aussi puissante que méchante, et elle eut tôt fait de trouver quelle action entreprendre. Il y avait dans son armoire un bonnet d'or, au pourtour bordé de diamants et de rubis. Ce bonnet d'or était enchanté. Celui qui le possédait pouvait invoquer 3 fois les singes ailés qui devaient alors obéir à son ordre, quel qu'il soit. Mais personne ne pouvait appeler ces étranges créatures plus de 3 fois. La sorcière avait déjà utilisé 2 fois le bonnet de magie. Une fois quand elle avait réduit les papillotins en esclavage et pris le contrôle de leur pays. Elle l'avait fait à l'aide des singes ailés. La 2e fois quand elle avait combattu le grand Oz lui-même et l'avait chassé du pays de l'Ouest. Pour cela aussi, elle avait reçu l'aide des singes ailés. Elle ne pouvait plus se servir du bonnet d'or qu'une seule fois, et c'est pourquoi elle n'avait pas envie de le faire avant d'avoir eu recours à tous ses autres pouvoirs. Mais maintenant que ses loups féroces, et ses corbeaux sauvages, et ses abeilles piqueuses avaient disparu, et que le lion poltron avait fait fuir ses esclaves, elle sut qu'il ne lui restait plus qu'un moyen de venir à bout de Dorothée et de ses amis. Alors la vilaine sorcière prit le bonnet d'or dans son armoire et le mit sur sa tête. Puis elle se tint en équilibre sur la jambe gauche et prononça lentement « Hep, 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 caquet ». Puis elle se tint en équilibre sur la jambe droite et dit « Sali, salé, salut ». Ensuite, elle se tint sur ses 2 pieds et cria d'une voix forte « Ziz, ziz, zuz, ziz, zik ». Alors, la magie commença à opérer. Le ciel s'obscurcit et un grondement sourd se fit entendre. Il y eut un grand froissement d'ailes
des bruits de bavardage et de rire et de soleil perçant les ténèbres, révéla la sorcière entourée d'une foule de singes qui possédaient tous une paire de larges ailes puissantes. L'un des singes, qui était beaucoup plus grand que les autres, avait l'air d'être leur chef. Il vola jusqu'à la sorcière et lui dit « Tu nous as appelés pour la 3e et dernière fois. Qu'ordonnes-tu ? Allez trouver les étrangers qui sont dans mon pays et tuez-les tous, sauf le lion, enjoignit la sorcière. Amenez-moi cet animal, car j'ai décidé de l'atteler comme un cheval et de le faire travailler. Vos ordres seront exécutés, dit le chef. Puis, dans un grand brouhaha de bavardage, les singes ailés prirent leur envol pour gagner l'endroit où cheminaient Dorothée et ses amis. Quelques singes s'emparèrent du bûcheron en fer blanc et le portèrent dans les airs jusqu'à un endroit parsemé de rochers pointus. Là, ils lâchèrent le pauvre bûcheron qui tomba d'une bonne hauteur sur les rochers, où il resta étendu, si bosselé et ébréché qu'il ne pouvait même pas bouger ni gémir. D'autres singes saisirent l'épouvantail et, de leurs longs doigts, retirèrent toute la paille de ses vêtements et de sa tête. Ils firent un petit paquet de son chapeau, de ses bottes et de ses vêtements, et le projetèrent dans les branches d'un grand arbre. Les derniers singes lancèrent de grosses cordes autour du lion et les enroulèrent autour de son corps, de sa tête et de ses pattes, jusqu'à ce qu'il fût incapable de mordre, de griffer ou de se défendre d'aucune manière. Puis ils le soulevèrent et l'emportèrent dans les airs jusqu'au château de la sorcière, où on l'enferma dans une petite cour entourée d'une haute grille en fer pour l'empêcher de s'échapper. Mais ils ne firent aucun mal à Dorothée. Elle se tenait debout avec Toto dans les bras, assistant au triste sort de ses camarades, en se disant que son tour allait bientôt venir. Le chef des singes ailés vola vers elle avec un horrible sourire, et tendant ses longs bras poilus. Mais lorsqu'il vit la marque du baiser de la gentille sorcière sur son front, il s'arrêta net, et fit signe aux autres de ne pas la toucher. « Nous ne devons pas risquer de faire du mal à la fillette, leur dit-il, car elle est protégée par le pouvoir du bien, qui est beaucoup plus grand que le pouvoir du mal. La seule chose que nous puissions faire est de la transporter au château de la vilaine sorcière et de la laisser là-bas. » Alors, doucement, précautionneusement, ils soulevèrent Dorothée dans leurs bras et la transportèrent promptement à travers les airs jusqu'au château où ils la déposèrent sur les marches. Puis le chef dit à la sorcière « Nous vous avons obéi comme nous l'avons pu. Le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail ont été détruits, et le lion est prisonnier, ligoté dans votre cour. Mais nous n'avons pas osé faire de mal à la petite fille, ni au chien qu'elle porte dans les bras. Vous avez maintenant perdu votre pouvoir sur notre groupe. Vous ne nous reverrez plus jamais. » Puis, dans un grand brouhaha de rire et de bavardage, tous les singes ailés prirent leur envol et disparurent. La vilaine sorcière fut à la fois surprise et ennuyée de découvrir la marque sur le front de Dorothée, car elle savait bien que ni les singes ailés ni elle-même n'oseraient lui faire le moindre mal. Elle posa les yeux sur les pieds de Dorothée et, voyant les souliers d'argent, se mit à trembler d'effroi, car elle savait quelle puissante magie ils détenaient. D'abord, la sorcière fut tentée de s'enfuir, mais le hasard fit qu'elle regarda l'enfant dans les yeux et vit comme l'âme qu'il reflétait était une âme simple, et elle sut que la petite fille ignorait le pouvoir extraordinaire des souliers d'argent. Alors la vilaine sorcière rit en elle-même et songea « Je peux encore en faire mon esclave, car elle ne sait pas comment utiliser son pouvoir. » Puis elle dit à Dorothée d'un ton dur et sévère « Viens avec moi, et fais bien attention à m'obéir en tout point, car sinon c'en sera fini de toi, comme c'en est fini du bûcheron en fer blanc et de l'épouvantail. » La sorcière mena Dorothée à travers toute une suite de belles salles à l'intérieur de son château, jusqu'à la cuisine, où elle lui ordonna de nettoyer les pots et les bouilloires, de balayer par terre et d'alimenter le feu en bois. Dorothée se mit docilement à l'ouvrage, bien décidée à travailler aussi dur qu'elle le pourrait, car elle se réjouissait que la vilaine sorcière ait décidé de ne pas la tuer. Une fois Dorothée au travail, la sorcière eut envie d'aller dans la cour pour y atteler le lion poltron comme un cheval. Elle était certaine que ce serait très amusant de le faire tirer son chariot partout où elle voudrait se rendre. Mais alors qu'elle ouvrait la porte, le lion poussa un grand rugissement et bondit vers elle avec tant de fureur que la sorcière prit peur et qu'elle ressortit en courant, renfermant la porte derrière elle. « Si je ne peux pas t'atteler, dit la sorcière au lion, en parlant à travers les barreaux de la grille, je peux t'affamer. Tu n'auras rien à manger tant que tu ne feras pas ce que je veux. » Et par la suite, elle n'apporta pas de nourriture au lion captif, mais chaque jour à midi,
Elle venait à la grille et demandait « Es-tu prêt à être attelé comme un cheval ?» Et le lion répondait « Non, si tu entres dans cette cour, je te mordrai. » La raison pour laquelle le lion n'avait pas besoin de faire ce qu'exigeait lui la sorcière, c'est que toutes les nuits, quand la femme était endormie, Dorothée lui portait de la nourriture qu'elle prenait dans l'armoire. Après avoir mangé, il se couchait sur sa litière de paille et Dorothée s'allongeait à côté de lui, en posant sa tête sur sa douce crinière emmêlée, et ils parlaient de leurs ennuis et essayaient d'échafauder des plans pour s'échapper. Mais ils n'arrivaient pas à trouver le moyen de sortir du château, car celui-ci était constamment sous la garde des papillotins jaunes, qui étaient des esclaves de la vilaine sorcière, et la craignaient bien trop pour lui désobéir. La petite fille devait travailler dur toute la journée, et souvent la sorcière la menaçait de la battre avec le vieux parapluie qu'elle portait toujours sous la main. En vérité, elle n'aurait pas osé frapper Dorothée à cause de la marque sur son front, mais la petite fille l'ignorait, et elle avait très peur pour elle et pour Toto. Une fois, la sorcière donna à Toto un coup de parapluie, et le courageux petit chien, en retour, bondit sur elle et la mordit à la jambe. La sorcière ne saigna pas à l'endroit de sa morsure, car elle était si méchante que le sang en elle s'était desséché depuis des années. À mesure que le temps s'écoulait, Dorothée comprit qu'il allait lui être de plus en plus difficile de retourner au pays du Kansas auprès de tante M, et sa vie devint de plus en plus triste. Elle passait parfois des heures à pleurer amèrement. Toto, assis à ses pieds, la regardait en poussant les gémissements lugubres pour montrer à quel point il était désolé pour sa petite maîtresse. Toto se moquait un peu d'être au Kansas ou au Pays d'Oz tant que Dorothée était avec lui. Mais il savait que la fillette était malheureuse, et cela le rendait malheureux aussi. Quant à la vilaine sorcière, elle rêvait de posséder les souliers d'argent que Dorothée gardait toujours aux pieds. Ses abeilles, ses corbeaux et ses loups empilés en tas se desséchaient, et elle avait utilisé tout le pouvoir du bonnet d'or. Mais si elle pouvait seulement mettre la main sur les souliers d'argent, il lui donnerait plus de pouvoir que toutes les autres choses qu'elle avait perdues. Elle observait Dorothée attentivement pour voir s'il lui arrivait de les ôter dans l'espoir de les lui voler. Mais l'enfant était si fière de ses jolis souliers qu'elle ne les enlevait jamais, sauf la nuit, et pour prendre son bain. La sorcière avait trop peur du noir pour oser aller la nuit dans la chambre de Dorothée lui prendre les souliers. Et comme elle avait encore plus peur de l'eau que du noir, elle ne s'approchait jamais quand Dorothée prenait son bain. À dire vrai, la vieille sorcière ne touchait jamais d'eau et ne se laissait jamais mouiller. Mais la méchante créature était rusée, et elle ne tarda pas à penser à un stratagème pour parvenir à ses fins. Elle plaça une barre de fer par terre au milieu de la cuisine, puis par un enchantement la rendit invisible aux yeux des hommes, de sorte que quand Dorothée alla à la cuisine, elle trébucha sur la barre, puisqu'elle ne la voyait pas, et s'étala de tout son long. Elle ne se fit pas très mal, mais dans sa chute, elle perdit l'un de ses souliers d'argent, et avant qu'elle ait pu le récupérer, la sorcière s'en était emparée et y avait glissé son pied osseux. La mauvaise femme était ravie de la réussite de son subterfuge, car tant qu'elle aurait l'un des souliers, elle posséderait la moitié de leur pouvoir magique, et Dorothée ne pourrait s'en servir contre elle, même si elle découvrait comment s'y prendre. La petite fille, voyant qu'elle avait perdu l'un de ses jolis souliers, se fâcha et cria à la sorcière « Rendez-moi mon soulier !» « Je ne te le rendrai pas, rétorqua la sorcière, car il est à moi maintenant, plus qu'à toi. »« Vous êtes une mauvaise créature, s'indigna Dorothée. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon soulier. »« Je le garderai quand même, ricana la sorcière en se moquant d'elle. Et un jour, je te prendrai l'autre aussi. » Ces mots mirent la fillette dans une telle colère qu'elle saisit le seau d'eau posé non loin d'elle et le balança sur la sorcière qui se retrouva trempée des pieds à la tête. Aussitôt, la sorcière poussa un grand cri d'effroi, puis, sous les yeux de Dorothée éberluée, elle se mit à rapetisser. « Regarde ce que tu as fait » hurla-t-elle. « Dans une minute, j'aurais complètement fondu. »« Je suis vraiment désolée, » dit Dorothée, qui était sincèrement effrayée de voir la sorcière fondre, en effet, comme du sucre brun sous ses yeux. « Ignorais-tu que l'eau causerait ma perte ?» demanda la sorcière d'une voix plaintive et désespérée. « Bien sûr que je l'ignorais. »« Comment l'aurais-je su ?» dit Dorothée. « Eh bien, dans quelques minutes, j'aurai complètement disparu, et le château sera à toi. C'est vrai que j'ai été méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'une petite fille comme toi pourrait un jour me faire fondre et mettre fin à mes mauvaises actions. Attention, je disparais !» À ces mots, la sorcière fondit en une masse informe et brunâtre, qui commença à se répandre sur le parquet propre de la cuisine. Voyant qu'elle avait fondu jusqu'à disparaître complètement, Dorothée prit un autre seau d'eau et le versa sur la flaque. Après avoir ramassé le soulier d'argent, qui était tout ce qui restait de la vieille femme, elle le nettoya et le sécha avec un torchon et le remit à son pied. Puis,
Enfin libre de faire ce que bon lui semblait, elle courut dans la cour annoncer au lion que c'en était fini de la vilaine sorcière de l'Ouest et qu'il n'était plus prisonnier dans un pays étranger.